Le secret du phénix, d'Aurore Griffon. Chapitre 9. L'hôpital qui se fout de la charité. Ce matin, sur le chemin qui le menait à l'imprimerie, Félicien fut stoppé par l'un de ses voisins. Il le connaissait fort bien de réputation, et en avait déjà fait les frais. C'était une sorte de sale type, obsédé par ses idéologies pseudo-patriotiques et racistes. Il était en retraite et n'avait vraiment que ça à faire, cet ancien des colonies. Tout ce qui sortait de sa bouche n'était qu'un discours en boucle, qui accusait de tous les maux les étrangers, les sans-papiers, les profiteurs d'allocations et j'en passe. Ce type était infect, puant de haine et de mépris. Il était impossible d'avoir la moindre conversation avec lui sans que les choses ne soient ramenées à ses idéologies. Félicien ne pouvait pas supporter ce genre de personnage, ça lui hérissait le poil. Il n'était un secret pour personne dans le quartier que cet homme avait de grosses difficultés avec ses deux fils. L'un était tombé dans la toxicomanie et faisait régulièrement des allers-retours entre prison et hôpital psychiatrique. L'autre vivait de l'aide sociale et s'arrangeait pour faire ses petits boulots au black, à droite et à gauche, histoire de mettre du beurre dans les pâtes. Celui-là buvait pas mal aussi, et avait des fréquentations douteuses, du genre sectaire d'extrême droite. Loyauté familiale oblige. Qu'à cela ne tienne, cette brave famille, bleu-blanc-rouge, madame en tête de cortège, se réunissait à la messe tous les dimanches. Félicien n'osait imaginer ce que Jésus, Dieu et la Vierge Marie pouvaient bien entendre de leurs prières. Aujourd'hui, c'était la tuile. Le type était en travers de sa route, dans l'expectative d'alpaguer un bon Français de souche pour lui déballer sa bile et son venin. Et la bonne poire, c'était Félicien. Il pensa alors que l'entraînement à la résilience se corsait. Comment Félicien allait-il pouvoir s'en sortir face à un tel individu sans se mettre sur la défensive ? Ni bourreau, ni victime, ni sauveur. Il ne pourrait assurément pas le faire douter de quoi que ce soit. C'était bien trop incrusté en lui. Il ne pourrait pas non plus lui dire de but en blanc qu'il ne faisait que projeter ses propres échecs sur des boucs émissaires trop en difficulté pour se défendre. Bref, il ne savait pas comment utiliser sa clé de résilience avec ce type. Émotionnellement, Félicien se sentait affecté, car il en avait soupé de ces discours-là chez ses parents. Eux aussi croyaient aux vertus du racisme et du dénigrement de l'autre, pour se dédouaner de leurs propres vices. Félicien n'avait jamais adhéré à ce conditionnement éducatif, qui le répugnait. Au contraire, il avait constaté que c'était vraiment l'hôpital qui se foutait de la charité, dans l'intégralité du propos. Il voyait en ce genre de personnes les bergers allemands des SS, dressés à l'attaque, tirant sur la laisse, aboyant avec fureur, les babines retroussées, dégoulinantes de bave, enragées, impatients de pouvoir se jeter sur leur proie, par obéissance et servitude au maître. C'était effrayant. Il ne restait à Félicien que quelques pas avant de se trouver face à ce type. Il devait faire vite pour retrouver son calme intérieur, sa joie et son assurance à toute épreuve. Pour une épreuve, en effet, c'était une épreuve. En un éclair, il réalisa que le bonhomme le désignait, non comme sa victime, puisque lui correspondait à ses critères d'acceptation, mais comme un allié, un potentiel petit soldat recrutable, qui sait. Il allait lui servir sa propagande, pour le ranger de son côté, se faire approuver, c'était évident. Si Félicien rentrait dans le jeu de l'opposition, ou de la fuite en avant, c'était fichu. S'il faisait semblant de l'écouter par politesse, il se détesterait lui-même. S'il l'envoyait bouler, il aurait la paix, certes, mais à la moindre occasion, il aurait aussi affaire à des représailles du bonhomme. Il n'avait pas plus envie d'être rangé dans la case du nasillon que dans celle du communiste ou du socialo-bobo de quartier. Mais alors, vite SOS, appel urgent à l'enfant intérieur. Audace, désinvolture, esprit potache et boule puante. Es-tu là ? Son guide répondit à l'appel, dans sa tête. Tu as envie de rigoler un bon coup ? Ah oui, j'aimerais mieux en arriver là en effet. C'est une poisse ce type. Deviens son maître. Sois celui qui tient la laisse, le vrai Félicien, pardon. Allez, un peu d'imagination. Jacques a dit couché, debout, assis, donne la papate, perdu. C'est pas Jacques qui l'a dit. Félicien restait circonspect. On recommence ? Va chercher la baballe. Encore perdu, c'est pas Jacques qui l'a dit. Jacques a dit bon chien, va à la niche et lâche ton nonos. Et encore perdu, c'est pas Jacques qui l'a dit pour le nonos. Rends-le chèvre, amène-le à se foutre de sa tronche lui-même. C'est une caricature grotesque, trollesque. Force le trait et renvoie-lui son miroir de façon amplifiée, ridiculement déformé. C'est ainsi qu'il va se voir lorsqu'il passera de l'autre côté du voile, et qu'il se fera peur et horreur tout seul. Anticipe. Tu rendras service à son âme, et tu feras gagner du temps à tout le monde. Mais c'est de la manipulation, ça ? Non ? Ton intention n'est pas ni de le diriger vers ce que tu penses toi, ni de le faire changer, mais de faire en sorte qu'il te fiche la paix une bonne fois pour toutes, et qu'il n'ait plus envie de t'imposer sa communication venimeuse. Fais-toi respecter, Félicien. Si tu parviens à le faire douter de l'efficacité de sa technique de propagande, tu auras gagné. C'est un bourreau qui va jouer le sauveur avec toi,
puisqu'il va essayer de te faire adhérer à ses croyances en te les imposant. Ne rentre simplement pas dans son jeu, mais prends les rênes et amuse-toi. Voilà, il se trouvait face au bonhomme. « Bonjour, monsieur Parangon, comment allez-vous » Félicien fit semblant de lui répondre. Il mima les paroles en articulant normalement, mais ne fit sortir aucun son de sa bouche. L'idée de ce petit jeu lui était venue d'un coup. L'autre, à peine interloqué, continua. « Figurez-vous que pas plus tard qu'hier, j'ai vu rôder un type bizarre dans le quartier. C'était encore un coloré. Il ferait mieux de retourner chez lui et blablabla et blablabla et blablabla. » En moins de 30 secondes, c'était parti pour le dégueulis d'insanité. Félicien fit un effort pour avoir l'air d'écouter sérieusement et fit de nouveau semblant de lui répondre, avec un mime un peu plus long. Le type le regarda vraiment cette fois. « Vous ne m'entendez pas, monsieur Félicien ?» Félicien mima, en articulant exagérément, toujours sans le son. « Je vous entends très bien, c'est vous qui ne m'entendez pas. Vous avez un problème d'audition, monsieur ?»« Mais qu'est-ce qu'il se passe ?» Le type parla cette fois beaucoup plus fort. « Je disais que j'ai vu un type hier rôder dans le quartier. Un noir !» Félicien fit mine de rien et continua à mimer ses paroles, comme si lui aussi voulait parler très fort. « Je vous entends, monsieur, pas la peine de me hurler dans les oreilles. » Le type hurlait carrément cette fois. « Je vous disais que le quartier est de plus en plus malfamé. Un mec traîné hier soir vers le parking. On se sent plus chez soi ici. » Lui devait se sentir bien chez lui en revanche, lorsqu'il était chez les autres, dans les colonies, pensait Félicien. Les passants commençaient à tourner le regard vers eux, puis vers notre bonhomme. De plus en plus, on semblait le prendre pour un taré, un bizarre, un excité du bocal. Félicien reprit avec un ton de voix normal. « Pourquoi me hurlez-vous dans les oreilles, monsieur ? Tout le monde vous regarde, c'est très gênant. » En baissant un peu d'un cran, le gars lui dit « Mais que s'est-il passé, monsieur Félicien ? Je n'entendais rien, je pensais que vous vous fichiez de moi. » Félicien pensa très fort que c'était exactement ce qu'il faisait. Mais il lui dit très calmement « Mais je ne sais pas, monsieur, ça fait 5 minutes que je vous réponds et j'ai l'impression que vous n'entendez rien. Vous hurliez littéralement. Oh là là, vous devez avoir un petit souci d'audition, ça va ? J'ai pas de problème d'oreille, qu'est-ce que vous racontez ?» Félicien changea de tactique. Il lui répondait maintenant avec un mot sur 3. Un mot en clair et 2 mots mimés avec les lèvres. « Ben c'est pas mais... J'ai eu l'impression que... Vous m'entendiez ? Du tout !» Le type se couvrit les oreilles de ses mains. Son expression avait complètement changé. Il ne fanfaronnait plus, il avait l'air affligé. « Ça va, monsieur ? Vous devriez consulter un médecin. »« Ça va, je ne comprends pas ce qu'il m'arrive, mais je m'entends très bien parler pourtant. » Il avait parlé très fort, de nouveau, et des passants venaient encore de se retourner, surpris par son ton de voix, tonitruant. Félicien de nouveau en clair. « Mais tout le monde vous entend aussi très bien, regardez. »« Bon, je crois que je vais rentrer, je me sens pas bien. » Félicien de nouveau, en mimant quelqu'un qui parle fort. « Vous avez raison, ça vaut mieux. Au revoir, monsieur, bonne journée. » Chacun reprit sa direction. Félicien riait intérieurement. Il jubilait. Il avait réussi son coup. Il n'avait pas subi. Il lui avait coupé la chique. Et en plus, il avait réussi à le renvoyer à la niche. Il continuerait ainsi avec celui-là, à chaque fois qu'il essayerait de l'alpaguer dans le quartier. Peut-être le type aurait-il un doute quant au fait que Félicien se moquait vraiment de lui. Mais peut-être aussi qu'il garderait un doute quant à sa propre santé, et sans doute quant à la santé mentale de Félicien. Bon, peu importait. Il avait compris qu'en s'amusant, il pouvait complètement inverser la donne avec ceux qui faisaient du forcing et qui ne respectaient pas les autres. Le tout sans entrer dans le conflit, mais au contraire, en sautant à pieds joints dans la blague. Il entendit une petite voix dans sa tête, celle de Félicien enfant. « Bien joué mon pote, tu vois, c'est pas si compliqué. » Ça ne l'était pas effectivement, car il n'était pas sous la coupe de ce sale bonhomme. En revanche, lorsque Félicien vivait encore chez ses parents, c'était différent. C'est lui qui avait dû se boucher les oreilles pour ne plus les entendre, vociférer leurs paroles de haine, de critique, d'absurdité sans fondement. Il avait dû se confectionner des sortes de bouchons d'oreilles, avec du coton et du papier mâché. Il se dit que les jeunes d'aujourd'hui, avec leurs casques sur les oreilles en permanence, devaient certainement chercher à se protéger des pollutions sonores environnantes. Aussi de ce genre-là. On voyait ces comportements surtout en ville, dans les zones denses en population, et en pollution de toute nature d'ailleurs. Chacun a le droit de choisir ce qu'il veut entendre et ne pas entendre, après tout. Un casque sur les oreilles, c'est aussi symboliquement un message qui dit « Pas la peine de venir me raconter votre vie, je m'occupe de la mienne et c'est déjà pas mal. Faites comme si je n'étais pas là. » Une façon de s'introvertir alors qu'on est plongé en plein chaos. Félicien néanmoins n'avait pas envie de chercher continuellement des parades pour supporter ce monde. Si trop de choses venaient à l'insupporter dans son environnement, alors il en changerait, tout simplement.
il n'était obligé de rien, puisqu'il avait décidé d'être libre. C'est ce qu'il avait prévu de toute évidence, en prenant la décision de vendre son imprimerie. Ce qu'il faisait de ses journées ne le comblait plus de joie. Il voulait justement se plonger dans ce qui le rendait heureux, le faisait se sentir vivant. Pour les discours haineux comme pour les flots de paroles à sens unique, il venait de comprendre qu'il devait très vite sortir des tentatives d'emprise et d'alpagage. Si on le prenait pour un crachoir, un déversoir à poison, une serpillière à complainte, il devait réagir en reflétant l'énergie vers la personne en question. Souvent, un « non merci, je n'ai pas envie de vous écouter » ou « non merci, je ne répondrai pas à votre sollicitation » ne suffit pas à se faire respecter. On a tendance alors à augmenter la dose d'affirmation de ses intentions, soit en fuyant, soit en haussant le ton. Si l'on fait semblant d'écouter ou de céder, c'est pire, car l'interlocuteur prendra votre écoute pour un acquis. Vous deviendrez vraiment son déversoir. Alors la résilience fait des miracles. Il est clair que l'interlocuteur à sens unique veut vous attirer dans son impasse, sa voie sans issue. Il doit vous dominer pour cela, et vous tirera donc vers une posture de soumission, d'acceptation d'écoute et d'approbation, mais au forcing. Il trouvera pour cela la faille chez vous, on en a tous. Ainsi, il suffit de faire une autre proposition, celle du jeu du miroir au lieu du jeu de l'éponge, ou de la serpillière, ou encore du boomerang. Jouez à répondre complètement à côté des attentes avec un bel effet de surprise, un pied de nez amusant et désinvolte. Au lieu de vous épuiser, vous renforcerez encore votre énergie. L'amusement étant toujours pourvoyeur d'énergie. Et puis, vous ferez en sorte que l'autre s'épuise lui-même. De toute façon, à tourner en rond dans ses obsessions, on ne peut que s'épuiser tout seul. Ne trouvant plus ou pas chez vous ce qu'il cherche, et n'ayant pas non plus de quoi s'accrocher pour se venger, il ira voir ailleurs ou réintégrera ses pénates. La tranquillité est le cadeau qui se cache derrière une libération de l'enfant intérieur. Celui qui n'avait, pour ainsi dire, aucun droit de parole, de respect, aucune marge de manœuvre lorsqu'il était sous l'emprise et la gouvernance de ses parents ou éducateurs. Ce sont des choses qui reviennent en boucle malgré nous, sous diverses formes et avec le concours de divers acteurs dans nos vies. Lorsque quelque chose vous heurte dans la façon dont certaines personnes veulent communiquer, échanger avec vous ou établir un lien, il y a toujours une réminiscence de votre lointain passé. Un truc qui n'est jamais passé en fait. Alors c'est une occasion en or de s'en libérer, en ne jouant ni au bourreau, ni à la victime, ni au sauveur. Cette chose reviendra constamment frapper à votre porte. Quoi que vous fassiez pour l'éviter ou vous en protéger. Un jour, il faudra la regarder en face, la remercier et n'en avoir plus rien à fiche. C'est ainsi que l'on redevient souverain de sa vie. L'effet boomerang se produit alors, naturellement, et l'énergie est renvoyée automatiquement à son émetteur. Félicien n'avait pas eu envie d'entendre ce type. Alors il a fait en sorte de le rendre sourd, lui, juste pour rigoler. Il s'agissait du jeu du miroir inverse. Félicien était occupé maintenant à sa paperasserie. Il faisait toujours 2 piles sur son bureau. Une qui concernait sa clientèle, directement, et une autre qui avait trait à sa comptabilité. Il se disait que la pile de droite était de l'argent qui potentiellement pouvait entrer, alors que la pile de gauche était ce qui fatalement allait sortir. Ce jour-là, il devait se rendre à l'évidence. La pile de droite était bien plus petite que celle de gauche. Il mollissait sur sa chasse aux clients et aux prospects. De l'autre côté, il avait l'impression de n'être qu'une vache à lait au service de l'État, mais sans les avantages des hauts fonctionnaires. Plus il moulinait pour faire prospérer son activité, plus on le pompait de l'autre côté. De cela aussi, il était excédé. Il se disait, lorsqu'il remplissait ses chèques de paiement pour les administrations, qu'il n'était qu'un collecteur de taxes et d'impôts pour un État sur lequel il n'avait aucune prise et aucun avantage. Il y avait même des prélèvements effectués d'autorité maintenant, et avec anticipation. Il était un pourvoyeur de richesses et rançonné pour cela, en amont comme en aval, toujours pour le bénéfice de ce même État. Il aurait largement préféré donner de bon cœur un pourcentage de ses bénéfices à d'autres personnes, d'autres organisations, de son choix. Non, on faisait ça pour lui, sans qu'il n'ait son mot à dire, sans qu'il ne donne son accord. Le plus souvent, il n'était même pas d'accord du tout de voir que son argent était si mal utilisé. S'il ne payait pas les rançonneurs et les maîtres chanteurs, alors il serait sévèrement puni, sévèrement privé de ses activités, de ses droits. Que faire pour sortir de la situation du pot de terre contre le pot de fer ? Félicien n'avait pour sa part aucune envie de faire le forcing sur sa clientèle. C'était trop facile de jouer le jeu des maîtres chanteurs. Il aimait bien faire son travail et faire que ses clients soient pleinement satisfaits. En revanche, il ne pouvait pas s'imaginer en train de les harceler de publicité, de mails, de newsletters et autres réjouissances de ce type pour les influencer à ne choisir que son imprimerie et pas celle des collègues, pour les inciter à consommer plus de services. Lui se considérait comme libre. Ce n'était pas pour emprisonner les décisions et les choix des autres. Qu'on apprécie la qualité de son travail et qu'on ait besoin de ses compétences était largement suffisant. Il devait évidemment faire un effort pour qu'on sache qu'il existait en tant qu'imprimeur. Mais au-delà de ça, il estimait que du plus serait du trop. De la manipulation, de l'influence nauséabonde et calculatrice. Un commerce sain, c'est une offre qui répond à une demande, à un besoin réel. C'est un échange équitable. Du côté de l'État et de ses administrations diverses,
Il savait pertinemment qu'il s'agissait d'un abus complet. Le choix qui s'offrait à lui semblait très maigre. Soit il faisait en sorte de n'être pas redevable, pas imposable, soit il devait se débrouiller pour n'être plus redevable et sortir de l'impôt. Ne pas être redevable, c'était accepter une pauvreté extrême. Ne plus être redevable, c'était passer sur une tranche très supérieure de revenus afin de pouvoir basculer de l'impôt à l'optimisation fiscale. En dehors de ces extrêmes, il n'avait qu'à rester une bonne vache à lait. Un bon petit soldat au service du capitalisme, tapant dans les poches des modestes pour aller remplir celles des ultra-riches, qui ont déjà les dents du fond qui baigne. Ni bourreau, ni victime, ni sauveur. Félicien devait trouver la serrure qui permettait à sa clé de résilience d'ouvrir cette porte-là, aussi. Félicien voulait accéder à la liberté financière, sans faire de tort à personne et en toute légalité, si possible. La barre semblait haute, mais après tout, pourquoi pas? Il fit le bilan. Premièrement, il prenait de l'âge, et il s'était aperçu qu'il n'avait au final pas tellement profité de son voyage sur Terre. Il existait des merveilles à voir et à découvrir, des rencontres formidables à faire. Il n'avait pas l'intention de passer à côté sous prétexte qu'il fallait servir les intérêts des uns et des autres. Il inverserait donc la vapeur. Au lieu d'être un pourvoyeur de richesses, qui se contente de miettes pour survivre, il deviendrait riche et souverain de ce qu'il voulait bien partager, et uniquement de ce qu'il voulait partager. Les miettes seraient donc réservées dorénavant aux quémandeurs habituels, incontournables bons à rien et brigands de grand chemin, qui parasitaient tous les autres. Ces richesses produites seraient démultipliées et mises à disposition de ceux vraiment intéressés, ou dans le besoin de celle-ci. Grosso modo, il deviendrait son propre État, sans l'intention d'agacer personne et sans provocation. Il n'était pas spécialement attaché à un pays plus qu'un autre. Il se considérait comme un voyageur du temps, venu faire un séjour sur Terre. Il repartirait de toute façon comme il était venu, à poil et sans papier. Il avait juste envie de repartir sans laisser ses détritus pour les suivants. Et s'il le pouvait, leur laisser un petit bonus. Son bonus à lui, il l'avait trouvé. Il s'agissait de sa clé de résilience, sa magie personnelle. C'est cela qu'il avait envie de partager, de démultiplier. Pour le reste, il allait se débrouiller pour faire son minimum syndical et rester dans la stricte légalité. Il se plierait aux usages administratifs de base des différents pays qu'il avait envie de traverser et de visiter, mais n'irait pas au-delà. Il devait donc songer aussi, s'il voulait établir officiellement ses activités lucratives quelque part, à trouver cette fois un État peu ou pas gourmand. C'était une évidence dans le contexte actuel. Si l'État dans lequel il résidait encore n'avait pas été si avide et mal intentionné, alors la question ne se serait bien sûr pas posée. Il estimait que reverser 10% de ses gains, la dîme, était un signe d'équilibre. Au-delà et en deçà, ce n'était pas correct. Il n'avait pas la baguette magique pour signer sa vente immédiatement et récupérer son capital illico, mais en attendant, il avait le levier de ses dépenses. Il prendrait dès demain rendez-vous avec son comptable pour voir tout ce qu'il pouvait trancher de ses dépenses administratives et diverses jusqu'à la vente. Pour le reste, ses dépenses personnelles allaient changer. Il allait pouvoir découvrir un nouveau mode de vie, mais hors de question de se priver. L'électricité, c'était décidé. Il n'allait plus s'en servir qu'à minima, trop taxé. À l'imprimerie, il mettrait hors circuit systématiquement les machines inutiles à sa journée. Il installerait un éclairage économique dans la partie accueil et boutique. Chez lui, il allait changer l'ambiance. Il réserverait son budget électricité pour s'acheter de belles bougies artisanales, parfumées, ainsi qu'une ou deux lampes vintage à l'huile, vente en direct, de préférence. Il trouverait. Il investirait également dans des dispositifs à recharge solaire, qui lui serviraient quand il serait devenu nomade. Il allait couper le frigo, gros consommateur d'électricité pour pas grand-chose. On était en hiver et il n'avait pas besoin de faire du stock, de quoi que ce soit, puisqu'il avait déjà tout à disposition autour de chez lui. Il disposait d'un balcon de surcroît, parfait pour le beurre, fruits et légumes frais. Il ne garderait que le chauffe-eau et un petit chauffage, comme au Japon. Il réserverait aussi ses dépenses au supermarché dans les produits de base, introuvables au marché local. Uniquement des produits à des taux de TVA inférieurs à 10%. Bien, il apprendra à cuisiner autrement, à fabriquer lui-même ses produits d'hygiène, d'entretien, d'usage courant, etc. Il n'était pas plus bête qu'un autre et cela lui permettrait de jouer au petit chimiste et au chef cuisinier avec les enfants, et pourquoi pas avec ses sympathiques voisins. Tout ça promettait un peu de piment et beaucoup de joie en perspective. Le temps gagné au supermarché était non seulement du temps gagné à faire des choses plus intéressantes, mais aussi de conséquentes économies à réaliser. Accessoirement, des artisans comme lui en auraient le bénéfice. Il passerait enfin au troc direct, autant qu'il lui serait possible de le faire. Bien voilà, une première marche vers l'autonomie venait d'être gravie, et le tout sans se priver le moins du monde. Bien au contraire. Sa vie allait gagner en qualité. Et c'était le résultat de la pression fiscale qu'on exerçait sur lui. Bien fait. Faire preuve de résilience lorsqu'on est en perte de revenus, c'est justement accompagner cette situation par du minimalisme volontaire. Une simple expérience. On peut croire que le minimalisme est une forme de privation, mais pas du tout. Le minimalisme, d'un côté, engendre l'abondance de l'autre. C'est mathématique, et c'est ainsi que l'on commence à inverser la vapeur. Les profiteurs de la vie des autres allaient donc changer de camp. Sans dépense d'aucune sorte, difficile d'actionner le levier du chantage et de la punition. Il fallait juste éviter de mettre le doigt dans l'engrenage par la suite.
Un poste de dépense qui était aussi une charge majeure et incontournable dans la vie de Félicien était celui de son foyer. Privé de l'appartement hérité du droit, Félicien n'avait eu d'autre choix que de rester locataire. Il avait bien songé à emprunter un moment pour devenir propriétaire, mais il se voyait difficilement pendant 20 ou 30 ans assurer les remboursements, plus les intérêts de sa dette, et encore au-delà, assurer tous les frais d'entretien de son logement. Il avait investi dans son activité parce qu'il s'agissait d'un actif. Le logement est un passif. La dette est un piège dans lequel on tombe aisément lorsque l'on se sent pris à la gorge, pris par le temps, par le conformisme social. Félicien avait alors calculé que son intérêt à lui n'était pas de devenir propriétaire de son habitat. Il aurait pu l'être, à condition d'avoir un bon apport, ce qui n'avait pas été le cas. Fils de pauvre ou fils de pingre, c'est un peu la même histoire. Il aurait pu aussi avoir la solution d'emprunter pour un logement dont il aurait pu sous-louer une partie afin de financer le remboursement de crédit. Mais Félicien aimait trop son indépendance pour cela. Il aurait pu également se focaliser dans le tout business pour se remettre à niveau. Là encore, cette alternative ne lui correspondait pas. Il aimait le commerce et l'échange, mais pas le business forcené. Ainsi, il restait un éternel locataire et un modeste artisan. Avec sa location, il entretenait le train de vie d'un profiteur, un de plus, qui ne se privait pas d'ailleurs d'augmenter régulièrement ses tarifs sans que l'appartement ne dispose d'un demi-mètre carré supplémentaire ou d'une amélioration quelconque. Solution résilience ? Félicien était de plus en plus convaincu de son choix de nomadisme, au moins temporairement. Il avait envie vraiment de tenter cette expérience. Non pas dans une idée de fuite ou de claquer la porte une fois encore, mais plus dans une idée de briser une vie faite d'habitudes, de compromissions pesantes et insatisfaisantes. Oui, il avait envie et besoin d'aventure, de non-conformisme, de nouvelles découvertes et d'expériences, de grandes bouffées d'air. Il ne pourrait pas être propriétaire de son lieu d'habitation dans ce pays. La question était entendue. Aussi, pourquoi s'y accrocher ? Trop cher pour la somme dont il disposerait. Il n'avait pas non plus envie de s'établir dans un pays inconnu avant d'en être certain et convaincu, par le cœur. Il trouverait sans doute des propriétés dans son budget, dans certains pays, mais pour l'heure, il avait juste envie de voir du paysage, de se laver l'esprit, un peu plus profondément qu'en prenant sa douche le soir et en exécutant son petit rituel. Il pouvait aussi envisager pour un temps de voyager en voiture, avec une caravane ou en véhicule aménagé, et s'offrir des petits plaisirs itinérants, comme des gîtes, des restos, des hôtels, des nuits insolites, des hammams, des saunas. Le confort s'apprécie d'autant plus lorsqu'il est occasionnel. Le champ des possibles était ouvert dès lors qu'il ne s'obligeait à rien de particulier. Pour la pile de dépenses, c'était plié. Deuxièmement, pour la pile des rentrées financières maintenant. Tout restait à déterminer. Quand il avait claqué la porte la première fois, il s'était accroché à ce qu'il connaissait, le travail contre salaire. Pas qualifié et sans le carnet d'adresse qui va bien, il n'avait pas vraiment d'autre choix. Il avait gagné sa vie ainsi, jusqu'à l'imprimerie. Aujourd'hui, après avoir expérimenté ces deux solutions, il faisait le constat que le résultat n'était pas probant. Il avait envie de se créer du sur-mesure, et surtout de s'amuser. L'argent est toujours un truc trop sérieux. On oublie de s'amuser avec. On en devient dépendant, gourmand, déprimé. Et on se focalise dessus en passant à côté de sa vie. C'est vrai autant pour les riches que pour les pauvres. C'est juste le décor qui change, pas le fond du problème. Ce à quoi voulait aboutir Félicien était d'avoir de l'argent en abondance en fonction de ses projets. Il ne voulait plus courir après la carotte pour financer au final un mode de vie qui ne le convenait plus. Il voulait vivre simplement, mais abondamment, sans non plus prendre le même pli que les profiteurs qu'il détestait tant. En étant nomade, il lui fallait simplement un forfait internet, le lien avec la société. Il n'en était pas addict et savait parfaitement couper ce lien quand il n'en avait pas l'usage. De son téléphone, il pouvait faire un partage internet sur l'ordinateur pour plus de confort visuel. Il le faisait déjà et ça fonctionnait très bien, à moindre coût. Internet pouvait devenir sa devanture de boutique et son lieu de commerce et d'échange, quand il se retrouverait dans des contrées perdues du bout du monde. Il s'organiserait donc pour une autonomie d'électricité, sachant qu'en étant nomade ou semi-nomade, on peut trouver des prises de courant et du réseau un peu partout quand même. Pour la banque, incontournable également. Il existait bien des solutions alternatives désormais. Cela pouvait se faire en ligne et en minimisant les coûts et les frais divers. Il pourrait aussi retirer son cash à loisir, un peu partout, et l'utiliser comme bon lui semble. S'il savait où il allait, plus rien ne pouvait le freiner. L'esprit libre de toutes ses charges mentales, il pouvait ainsi se consacrer au vif du sujet. La charge mentale du matériel et de l'argent sont parmi les freins les plus puissants qui soient pour empêcher l'initiative, l'expérience et la créativité. Sous quelle forme allait-il proposer au monde son savoir et qui seraient ses véritables clients ? Un client est celui qui paye parce qu'il y trouve son intérêt dans l'échange. Or, il n'avait pas envie de faire payer le plus ceux qui tiraient déjà la langue, alors que d'autres en avaient beaucoup trop et toujours plus que trop. Pour ceux qu'ils en faisaient, ça ne valait pas la peine de les gaver encore plus. Dans le sens inverse, ce serait mieux. La résilience est d'abord une clé pour ceux qui sont dans la mouise et qui veulent s'en sortir sans, pour autant, repiquer dans un système qui, de toute évidence, ne fera que de les détruire et les abuser d'une manière ou d'une autre.
Félicien tenait à rétablir l'équité entre les profiteurs et les abusés. S'extraire de ce système l'engageait à devenir un créateur, intelligent et lucide. C'était décidé. Dans un premier temps, il utiliserait les mots, l'écriture. C'était un moyen dans ses cordes pour expliquer et transmettre, y compris aux plus démunis. Sa philosophie pratique de la résilience ainsi que la magie qui en découlait. C'était décidé. Dans un premier temps, il utiliserait les mots, l'écriture. C'était un moyen dans ses cordes pour expliquer et transmettre, y compris aux plus démunis, sa philosophie pratique de la résilience ainsi que la magie qui en découlait. Il écrirait donc, à compte d'auteur pour commencer. C'était une bonne idée. Les mots lui venaient facilement, ainsi que les histoires à raconter. Ce n'était pas très éloigné de son univers d'imprimeur, pas trop loin de sa zone de confort. L'ego est plus facile à calmer lorsque sa zone de confort reste à portée de main. Il raconterait donc ses expéditions, ses voyages, ses anecdotes palpitantes de rencontres et d'expériences, mais sur le mode qu'il expérimentait lui-même, la résilience. C'était certain que ça intéresserait du monde. La résilience était un passe-partout universel. Il se servirait très probablement d'un ou de plusieurs réseaux sociaux pour faire sa vitrine et donner du visuel abordable, mais ciblé. Ça tombait bien, certains d'entre eux offraient aussi une formule de rémunération, mais qui permettait au début la gratuité du contenu. Il fallait commencer par quelque chose, poser des bases, des fondations, et puis il faut aussi vivre avec son temps. Toutes ces questions étaient lourdes mais nécessaires à aborder, de façon précise et méthodique, pragmatique. Le puzzle de ces projets prenait forme, tel un tableau de visualisation, très précis. Pour la suite, il se laisserait guider sans faire de plan sur la comète. Il verrait au jour le jour, suivant ses inspirations du moment et la conjecture extérieure. Les livres étaient encore une valeur sûre et fiable de transmission. C'était économique pour l'acheteur, facile à diffuser, simple à produire concrètement, sans gaspillage, grâce aux impressions à la demande, voire à l'édition électronique. Cela lui permettrait de rester léger dans son activité, et surtout libre de tout lien d'engagement avec qui que ce soit. Tout s'organisait dans sa tête, tranquillement, mais sûrement. Il pouvait déjà commencer dès aujourd'hui, et c'était la bonne nouvelle. Le bilan de la journée était encore positif. Félicien débriefait, bien confortablement assis dans son fauteuil préféré. Il repensait à sa fâcheuse rencontre du jour. Il avait trouvé le bon positionnement adopté envers les personnes accaparantes et haineuses vis-à-vis des autres. Une sacrée épine du pied qu'il venait d'arracher. Le monde en était plein. La toute première chose était de ne pas leur donner une once de pouvoir ou d'emprise sur vous. En définitive, ces personnes ne reprochaient aux autres que leur propre faiblesse. L'hôpital qui se fout de la charité. Un raciste de base se fonde sur la croyance de sa supériorité par rapport aux autres. De là découle toute justification pour se conduire comme le pire des animaux. C'est un colonisateur avant tout, un profiteur des richesses d'autrui. Les extrémistes, quels qu'ils soient, sont tous motivés par le colonialisme. La pensée unique est la soumission des autres à leur autorité, leurs croyances et leurs idéologies. Colonisés par la force est ce dont ils accuseront l'autre pour se dédouaner de ce qu'ils sont. Profiter également, et ce sera les premiers à le faire. Ainsi, il est facile de les repérer. Ce sont des personnes accaparantes, envahissantes et avides dans leur moindre comportement. Des voleurs, des pilleurs, des profiteurs, des mouches à caca opportunistes et agressives. Voilà qui étaient également les parents de Félicien. Difficile de communiquer avec ce type de personnes, car vous savez d'emblée qu'ils vont tenter une manœuvre pour s'accaparer quelque chose de vous à chaque échange. Qu'il s'agisse de votre temps, de votre joie, de votre argent, de vos réussites, de vos héritages, de vos terres, de vos amis, de vos passions, de vos biens, de vos valeurs, de n'importe quoi. Ils jouent la diversion sur leurs intentions et leurs actes véritables, en pointant du doigt un bouc émissaire facile, ou un pire qu'eux. Ils usent et abusent des amalgames pour entretenir doute et confusion. Ils sont serviles en réalité, serviles à leurs fausses croyances, serviles d'un maître qu'ils idolâtrent comme un chef suprême. Tant que celui-ci leur file un os à ronger de temps en temps, et les laisse s'adonner impunément à leur pire bassesse, tout est pour le mieux. On ne naît pas raciste ou extrémiste. On le devient quand on est porteur d'une histoire transgénérationnelle particulière. Il y a bien souvent de vieilles histoires de spoliation familiale, d'héritage mal digéré, mal réparti en arrière-fond de tout ça, de différences trop marquées entre les individus d'une même lignée. C'est un point de départ possible, pas une cause systématique néanmoins. L'avidité et la convoitise sont des réactions de l'ego face à trop de frustration ou de sentiments d'injustice. La haine de l'autre est une réaction à trop d'humiliation ou d'infériorisation passée. Cela se transforme en maladie lorsque l'on ne sait pas pardonner et passer à autre chose. Ceci, génération après génération, finit par faire le berceau des guerres colonialistes, de concurrence, de justification à tous les actes de cruauté possibles, de justification à la misogynie et à toutes les absurdités de ce type. Les avides maladifs, quant à eux, cherchent à s'accaparer non ce dont ils manquent, mais ce dont ils ont déjà en abondance. Ce qui est à moi ne sera plus à toi. Ils veulent chaparder jusqu'aux miettes, s'il est possible de le faire, et mettre le nez dans les poubelles, au sens propre comme au figuré. Ce sont les rois du gratuit, de la récupération dans tous les sens du terme. Tout leur est dû, tout est à sens unique. L'insulte, les malfaisances, l'argent, le matériel, l'attention des autres, les bonnes places, etc.
C'est par cette faiblesse qu'ils se font corrompre et manipuler si facilement, par leur avidité de bois sans soif. Ils ne font rien d'intéressant de leurs magots, de leurs accumulations, de leurs butins. Ils laissent le marécage s'installer. Un jour néanmoins, ils passent à l'addition, car dans la vie, il n'existe rien qui ne laisse à traîner de conséquences. Rien n'a sens unique. Il est très intéressant d'écouter ce que les uns et les autres verbalisent, comme reproche à leurs congénères. Sans le savoir, ils vous dévoilent ce qu'ils sont eux-mêmes, dans leurs comportements les plus inavouables. L'extérieur est un miroir de l'intérieur. Les projections sur autrui sont des voiles qui vous révèlent. Félicien, avant d'aller se coucher, ferait aussi son petit bilan personnel, de ce qu'il pouvait encore reprocher à l'un ou à l'autre. C'était évident que lui aussi devait faire son état des lieux personnel, avant de s'occuper de ce qu'il voyait chez les autres. Voir en l'autre, c'est regarder en soi-même. Ce que l'on voit en l'autre est ce que l'on porte en soi, ou ce que l'on a porté à un moment donné.